On continue donc ce cours sur la partie dérivés carbonylés, donc c'est le dernier chapitre que l'on verra ensemble. Alors c'est un chapitre un peu conséquent, vous allez voir. Il y a des mécanismes qui vont commencer à être légèrement plus compliqués. Alors sur ce chapitre des dérivés carbonylés, on va commencer par une partie alors, où je vais vous définir un peu ce qu'est un dérivé carbonylé. Donc un dérivé carbonylé, c'est là où il y a un carbonyle. Carbonyle, c'est C double liaison O. Et évidemment, ça va regrouper tout ce qui va être cétone, aldéhyde, acide carboxylique et chlorure d'acide. Sur les structures et propriétés, la fonction aldéhyde et carboxylique possèdent le même groupe fonctionnel. Donc voilà, c'est pour ça que c'est ce que je vous ai dit à l'instant. Hein. On dit que ce sont des dérivés carbonylés parce qu'ils ont tous les deux des groupes carbonyles. Tous les aldéhydes et les cétones sont liquides ou solides, d'accord. Quand vous allez en laboratoire, ce sont que des liquides ou des solides, à part le formaldéhyde que l'on a déjà pu rencontrer en TP. Hein, pour vous rappeler sa structure, le formaldéhyde, qu'est-ce que c'est? Hop, ça va être cette molécule-là, d'accord. Ça veut dire c'est l'aldéhyde avec un seul carbone. D'accord. Donc ça c'est ici le formaldéhyde. Donc il est gazeux, donc évidemment on précise toujours dans les conditions de température et de pression normales, c'est-à-dire 25 degrés à 1 bar. L'acétaldéhyde aussi est très volatile, donc ça veut dire que l'acétaldéhyde c'est le même, hein, vous voyez, sauf que vous avez avant cet aldéhyde ici un carbone. Ça veut dire que pour le composer à 1 et 2 carbones, vous allez avoir des choses qui vont être très volatiles. Vous voyez, la température d'ébullition hein, à pression normale c'est 21 degrés. Donc voilà, donc ces deux-là vont être un petit peu volatiles. Donc c'est les deux seules exceptions. Je suis en train de réfléchir, oui, pour les aldéhydes et cétones, voilà. Les cétones sont majoritairement même liquides. Hein. La plus simple, hein, l'acétone, donc c'est-à-dire comme ça directement, ici, pardon, est liquide. Hein. C'est un solvant très utilisé. C'est même utilisé, enfin c'était principalement utilisé dans les dissolvants. Maintenant il y a beaucoup de dissolvants sans acétone. Donc voilà. L'acétone, elle est soluble dans l'eau, justement. Comme je vous le disais, c'était utilisé dans le cas des dissolvants et autres. Donc évidemment, c'est dans des solutions aqueuses. Mais dès que vous allez augmenter la masse molaire de votre cétone, d'accord, si vous allez rajouter des carbones, si vous allez rajouter des choses comme ça, la solubilité avec l'eau va fortement diminuer, d'accord. Donc ça veut dire que vous allez être de moins en moins soluble dans l'eau avec les composés cétone comme ça. En termes de réactivité, vous allez avoir plusieurs sites qui vont avoir lieu. Alors, je prends un exemple comme dans le cours. Hein, alors, je vais remplacer les R1 et R2 ici par des carbones. Mais si vous avez, par exemple, alors j'ai mis combien de carbones 1, 2, 3. 1, 2, 3. L'acétone ici. Voilà. On va rajouter un autre carbone. On va laisser comme ça. Et ici, une cétone. Vous avez trois sites différents pour étudier ces composés carbonylés. Le premier, évidemment, ce sont les doublés non liants. C'est un peu gros. Ce sont les doublés non liants de votre oxygène. Donc votre doublé non liant ici, ou l'autre hein, évidemment, peut aller attaquer des espèces électrophiles. Donc rappelez-vous, hein, ça peut être par exemple des H+, des choses comme ça. D'accord. Donc ça, on le verra. Ça, c'est possible. Vous avez la possibilité aussi un nucléophile. Donc, un nucléophile, je vous rappelle, hein, ça peut être Br-, OH-, des choses comme ça. Un nucléophile avec une charge de venir attaquer sous l'acétone, d'accord, en relevant ce doublé. Donc, rappelez-vous, hein, l'oxygène est très électroattracteur, delta-. Donc, vous allez créer ici une charge delta+. D'accord. Une dernière chose aussi, les hydrogènes en alpha décarbonyle, donc vous en avez un ici, vous en avez un ici aussi, hein. Donc les hydrogènes qui sont ici ont la propriété d'être des H acides. D'accord. Donc ce H là et ce H là évidemment sont des H acides. Alors entre les deux d'ailleurs, hein,
le plus acide, ce sera celui en milieu de chaîne. Donc je vous rappelle, hein, si vous regardez votre carbonyle ici, le H alpha, c'est le H sur le carbone alpha du voisin. D'accord? Vous prenez ce carbone-là, si vous regardez alpha, c'est sur cet hydrogène-là. Donc voilà, donc 3 réactions possibles sur ces dérivés carbonylés, d'accord? Le doublé de votre oxygène qui peut venir attaquer les électrophiles et les acides, le pied de la cétone qui peut être attaqué par un nucléophile à l'inverse, et enfin les H en alpha ici que vous allez pouvoir avoir une acidité assez importante, c'est-à-dire avec une base, et vous verrez sur certaines réactions qu'on va utiliser, on va venir arracher ce H en alpha. Donc ça c'est important de le comprendre, voilà, d'avoir 3 sites, voilà, d'avoir les 3 sites complètement définis, parce qu'on va les utiliser tous les 3, vous allez voir, dans ce chapitre. Même chose, je vous l'ai dit dans le chapitre des alcynes, lorsque vous synthétisez un énol, vous écrivez toujours l'équilibre cétoénolique qui va correspondre. D'accord ? Un énol, je vous le rappelle, c'est un alcool qui va être porté ici par un alcène. D'accord ? Donc cet alcool porté par un alcène, vous allez écrire l'équilibre cétoénolique correspondant. Et donc vous allez avoir ici la formation de votre cétone largement favorisée. Dans tous les cas, lorsque vous formez un énol, vous formez ici le composé cétone qui lui correspond. On va regarder tout ce qui va être réaction d'addition sur les dérivés carbonylés. Donc c'est la première grande partie de ce cours. Sur les dérivés carbonylés, en fait, on a vu sur les alcools que vous aviez possibilité de les oxyder, c'est-à-dire que vous passiez d'un alcool à une cétone. Évidemment, on peut avoir besoin de faire la réaction inverse, et donc notamment la réaction d'hydrogénation, hein, qu'on a déjà vu dans le chapitre des alcènes et des alcynes, va pouvoir permettre de réduire le composé carbonylé en cétone, en alcool, pardon. Donc, vous allez rajouter du dihydrogène, donc le catalyseur ici préférentiel ce sera du nickel. D'accord ? Je vous avais dit qu'on avait pas mal de métaux disponibles pour les alcènes et les alcynes. Voilà. Pour les cétones, le catalyseur principal ce sera du nickel et évidemment on va chauffer. Donc dihydrogène, nickel, on va rajouter un H sur le carbone au pied ici et un H sur l'oxygène ici. Il est possible donc d'hydrogéner, ce qu'on appelle faire l'hydrogénation d'une cétone, et aussi en fait, donc ça c'est pour information, vous avez la possibilité en fait d'hydrogéner sélectivement l'une des deux. Donc comme je vous l'ai dit, pour la cétone, principalement ça va être le nickel qui va être utilisé, parce que notamment, vous voyez, le platine ne va pas être efficace, c'est-à-dire que si vous faites une hydrogénation avec du platine en chauffant, vous voyez votre cétone ici n'est pas réduite. Par contre, votre alcène ici qui était présent va être réduit. Donc ça vous permet en fait de pouvoir sélectivement réduire un alcène plutôt qu'un carbonyle. D'accord ? A l'inverse, hein, si vous aviez utilisé du nickel, vous auriez tout réduit, parce que le nickel permet aussi de réduire les alcènes. Donc vous auriez un alcane ici et un alcool sur l'autre côté. Alors, l'addition d'hydrure. Donc là, la première partie c'était sur l'hydrogénation, donc l'addition de H2. L'addition d'hydrure, je vous l'ai dit, hein, les hydrures précédemment, ce sont des H-. Alors les H- sont jamais tout seuls, hein. Vous voyez là vous avez du LiAlH4, on dit que c'est une source d'hydrure, donc vous pouvez écrire entre guillemets H-. Comme tous les H-, je vais repasser sur le tableau, comme tous les H-, évidemment quand vous avez un dérivé carbonylé, hein, je vais simplifier ça, mais si vous avez ici une cétone, vous avez bien sûr l'oxygène qui est plutôt delta-, et le carbone ici qui sera plutôt delta+. Donc ça veut dire que si dans votre milieu, vous avez une source de H-, d'accord, j'écris entre crochets parce que tout seul ça n'existe pas, enfin entre guillemets, pardon, vous avez la possibilité, comme tout nucléophile, de venir attaquer au pied de votre cétone et relever ici l'une des deux liaisons. Vous allez donc former en fait directement, hop, je vais l'écrire ici pour plus de place, non, pardon, c'est pas un OH, hein, c'est un H, ici, et votre O-. D'accord ? Et lorsque vous avez un O-, on l'avait vu un petit peu sur les organomagnésiens, vous pouvez faire une hydrolyse pour avoir votre produit final, donc qui sera
cet alcool ici. Je range le H hein, qui était ici, je le range, je le cache, et vous avez finalement un alcool. D'accord? Ça marche également, vous voyez, sur les dérivés acide carboxylique. Si vous faites LiALH4 hydrolyse, vous tombez ici sur un OH. Voilà. La réaction la plus facile à mettre en œuvre, hein, c'est plus simple que l'hydrogénation, parce que l'hydrogénation, vous travaillez dans des conditions très particulières. Vous allez travailler sous pression, vous allez travailler avec un gaz. La réaction où vous allez rajouter des hydrures est quand même beaucoup plus simple à mettre en œuvre dans un laboratoire. Et en plus, à l'inverse de tout à l'heure, hein, si je reprends ici la slide précédente, vous voyez, ici on n'avait pas la possibilité de sélectivement réduire cette cétone. Je vous ai dit, hein, le platine permet de réduire sélectivement votre alcène. Votre nickel ici, si vous l'utilisez en bas, vous allez réduire la totalité de vos deux fonctions. Dans le cas de l'addition des hydrures, vous voyez, LiALH4H2O, vous n'allez absolument pas toucher à votre alcène. Vous allez pouvoir réduire votre cétone. Donc vous voyez, hein, on a deux outils différents. Si vous avez besoin de réduire un alcène, vous allez, en présence évidemment d'une cétone, vous allez utiliser ces conditions-là. Si vous voulez faire l'inverse, c'est-à-dire réduire une cétone en présence d'un alcène sans toucher à l'alcène, vous allez plutôt utiliser les conditions de LiALH4. D'accord ? Sur ce chapitre, alors on a beaucoup de réducteurs qui sont possibles, et notamment on va voir la partie où vous allez pouvoir faire des réductions sélectives. Alors comment est-ce que ça va marcher si vous utilisez du LiALH4, donc ce qu'on a vu sur la slide précédente, hein. Cette slide, tac tac, ici. LiALH4 va permettre de réduire tout ce qui possède un carbonyle C double liaison O. C'est-à-dire que vous allez faire sans aucun souci la réduction d'un aldéhyde, d'une cétone, d'un ester, d'un acide carboxylique. Toutes les fonctions là vont être réduites en alcool simple. Alors c'est vraiment, donc vous voyez par exemple ici hein, l'exemple, si vous avez un composé qui a à la fois un acide carboxylique et à la fois une cétone, vous voyez, le tout va être réduit en alcool. Donc ça c'est l'arme de destruction massive pour réduire tout ce que vous voulez, vous allez avoir ça. A l'inverse, si vous utilisez du NaBH4, du borohydrure de sodium, hein, vous allez pouvoir réduire seulement les aldéhydes et les cétones. Et aussi, si vous utilisez ce qu'on appelle du BF3-THF ou du BF3 éthérate, on appelle ça, vous allez pouvoir réduire uniquement les acides carboxyliques. Et vous voyez, je vous donne un exemple en bas. Hein. Si vous avez ici du BF3 éthérate et après vous faites une hydrolyse, vous n'allez toucher ici qu'à votre fonction alcool. La fonction cétone ici va être inchangée. D'accord ? Le seul problème, c'est souvent cette réaction-là. Hein, le BF3 éthérate, ça va vous donner des rendements très très faibles, principalement du 15-20% maximum. Le reste sera détruit. C'est pas terrible, mais si vraiment vous avez besoin d'être sélectif, vous pouvez utiliser cette fonction-là. Un petit rappel sur les organomagnésiens, parce qu'évidemment, sur ces dérivés carbonylés, vous pouvez faire l'addition de vos organomagnésiens. Alors, j'efface ce qui est à côté. Hop. Sur ces organomagnésiens, ce que vous allez pouvoir faire, c'est la liaison carbone-magnésium va pouvoir venir ici attaquer votre cétone. Je vous rappelle ici une petite charge delta+. Vous allez former un alcoolate, et après hydrolyse, un alcool. Et évidemment, vos sous-produits issus de la décomposition d'un organomagnésien, hein, qu'on peut rappeler, les sous-produits c'est quoi? C'est 1,5 de MgOH deux fois et 1,5 de MgX2. Ça, c'est vos sous-produits, là, ici, hein, issus de la destruction de l'organomagnésia. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues dans la vidéo précédente, d'accord, sur le chapitre des organomagnésiens. Les aldéhydes donnent des alcools secondaires, évidemment sauf le formaldéhyde, et les cétones, des alcools tertiaires. Donc pour ça, je vous laisse vous reporter au chapitre des organomagnésiens, où vous verrez, il y a tout dedans. Les hétéroatomes. Alors, cette partie-là commence à être un petit peu plus compliquée. Voilà, donc il faut se recentrer, se concentrer. Donc, vous voyez, la première partie traitait des réactions d'addition. On a fait l'halogénation, l'addition d'hydrure H-, l'addition d'organomagnésiens, l'addition d'acide, pardon, on ne le voit pas cette année. Ah si, c'est juste que je l'ai passé, pardon. Voilà.
L'addition d'acide, pardon, dernière réaction, je ne sais pas pourquoi cette slide a été passée. Hein. Le cyanure d'hydrogène, vous voyez en fait, ce que je vous ai dit, c'est que soit vous utilisiez votre cétone pour être attaqué ici, d'accord, soit vous pouviez venir, par exemple, si vous avez du HCN, récupérer un H et permettre à votre CN- d'attaquer, d'accord. Vous formez ici de la cyanhydrine, donc c'est le nom de la fonction, c'est parce que vous avez ici ce motif-là particulier, OHCCN. Voilà, donc l'addition d'acide, hein, très rapide, ça fonctionne principalement comme toutes les autres réactions d'addition, c'est-à-dire que vous avez un doublé qui vient récupérer un H, vous allez libérer du Cn-, et ce Cn- va pouvoir venir ici attaquer au pied, relever votre doublé, et vous avez votre produit final. Donc, comme je vous le disais, deuxième partie, la réaction avec les hétéroatomes. Donc les hétéroatomes, c'est ce on appelle hétéroatomes, hein, tout ce qui va être oxygène, soufre, azote, voilà, tous ces composés-là du tableau périodique. Vous allez pouvoir faire différentes réactions. Donc principalement, on verra l'hémiacétalisation, l'acétalisation et la thioacétalisation. D'accord. Imine, énamine, c'est plutôt secondaire mais à connaître. Oxyme et hydrazone, vous verrez, je vais vous les présenter, mais elles ne seront pas au programme, on va dire, du partiel. Donc voilà, oxyme et hydrazone ne seront pas spécialement à connaître. Alors, l'hémiacétalisation, c'est un mécanisme qui est relativement simple. Alors, l'hémiacétalisation, vous avez plusieurs conditions pour la réaliser. Première condition, vous voyez, vous devez avoir un composé carbonylé, ça, il n'y a pas de souci. Deuxième condition, être en présence d'un alcool. Et troisième condition, avoir une base. Imaginez, votre alcool, on va prendre un alcool quelconque, hein, on va prendre celui-ci, d'accord, hop, je vais tout vous détailler. Vous avez une base, on va prendre par exemple en base NaH. Donc NaH, d'accord, on l'a vu, c'est une source de H-. Donc ce H- ici va venir récupérer votre hydrogène, donc le H alcool, hein, parce que le H ici de l'alcool est acide, donc la base va venir le récupérer et vous allez redescendre tout ça. Vous formez un alcoolate, vous avez libéré aussi un ion Na+, voilà, et libéré aussi du H2 gaz, qui lui va s'en aller dans votre hôte. Une fois que vous avez formé cet alcoolate, c'est là où vous allez faire entrer en jeu votre composé cétone. D'accord. L'acétone, pour rappel, hein, vous avez un site qui est plutôt delta- ici et ici delta+. Donc vous allez pouvoir avoir votre alcoolate qui va venir attaquer au pied de votre cétone et relever un des doublés. Vous voyez, c'est exactement ce qui est écrit ici. Donc je prends un exemple concret ici en direct, on va dire. Vous formez donc, faites attention quand vous l'écrivez, comptez bien vos carbones. Donc là, c'est la partie alcoolate, d'accord. Et la liaison entre le O et le carbone, c'est celle-ci. Et faites attention, c'est là où il faut être un peu minutieux, ce carbone, vous regardez à quoi il est relié. Ce carbone, c'est le carbone ici. Et ce carbone, il va être relié à quoi? Il va être relié à un O- et à deux autres carbones. D'accord. Évidemment, ce O-, il y a le plus Na qui vient ici à côté. Si vous faites la réaction d'hydrolyse là-dessus, donc H2O, alors souvent c'est du H2OH+, hein, ou du H+, H2O, c'est comme vous voulez, vous allez pouvoir redonner un hydrogène à l'alcool. Hop là. Voilà. Vous allez pouvoir redonner un hydrogène ici à l'alcool et avoir vos deux carbones ici. Vous formez ce qu'on appelle un hémiacétal. Alors un hémiacétal, qu'est-ce que c'est? C'est ce squelette avec une chaîne carbonée, un O, un C, un O. D'accord. Hémiacétal, en gros, c'est du R, O, C, O, H. D'accord. Hémiacétal, parce que c'est la moitié d'un acétal, la fonction acétale, hein, c'est R, O, C, O, et de l'autre côté, encore une chaîne R, quelconque. D'accord. En fait, ici, vous auriez par exemple un éthyle. Ça, on va le voir tout de suite. Donc, l'hémiacétalisation, c'est l'une des réactions les plus simples, on va dire, avec les hétéroatomes. Voilà. Il faut juste être méthodique. Quand vous avez face à vous un alcool, une base et un dérivé carbonylé, vous êtes dans des conditions d'hémiacétalisation.
On va voir ensemble la réaction suivante. Donc la réaction suivante qui va être l'acétalisation. Par contre là, on n'est plus en hémiacétalisation, ça va être l'acétalisation. Le mécanisme catalysé par un acide. Alors, sur la slide, je vous dis même chose avec APTS. Donc l'APTS, c'est l'acide paratoluène sulfonique. Donc voilà, donc juste savoir que APTS, c'est une source d'H+. Donc si vous aviez à écrire ça, hein, par exemple, même chose, je prends un exemple concret. Si vous aviez ici votre cétone avec écrit ici A acide paratoluène sulfonique, c'est une source de H+. Voilà, vous pourriez écrire ça. D'accord? Donc, quand vous avez votre cétone, ici c'est l'inverse, vous commencez avec votre cétone, hein, tout à l'heure on a commencé avec notre alcool, vous avez votre cétone ici qui peut venir récupérer un H+. D'accord? Donc, cette cétone va venir récupérer un H+, vous allez former, en fait, cette molécule-là, on voit un petit peu ce que ça peut donner, H, plus qu'un doublé et un plus ici, d'accord? Ça va être en équilibre strict avec la forme où ce doublé va remonter. C'est pour vous montrer en fait que vous pouvez avoir un OH ici, clac, et du coup votre charge plus sera sur ce carbone. Vous voyez en fait qu'avec les formes mésomères ici, votre carbone il est très plus, donc vous libérez évidemment des sous-produits. Hein. Si par exemple, alors, je vous l'illustrerai plutôt hein, avec du H2SO4, voilà, on va faire comme sur le cours. APTS c'est la même chose. Hein. Donc H2SO4, vous allez avoir du O, tac, S, O, O, OH. Vous allez venir récupérer le H ici, voilà. Et ici, vous allez libérer plus du HSO4-. Avec la PTS, voilà, c'est la même chose. Si je vous demande un mécanisme, ce sera avec l'acide sulfurique, pas avec la PTS. Pas de panique là-dessus. Donc vous formez ici la possibilité avec votre alcool OH R3. Et vous voyez ici, votre alcool, il va pouvoir être nucléophile. C'est-à-dire venir attaquer ici directement. Okay, ou si vous voulez écrire sur l'autre forme, ça revient au même. C'est-à-dire que vous venez attaquer sur le carbone ici et vous relevez. D'accord? L'une ou l'autre des formes. Hein, vous faites réagir que sur l'une ou l'autre des formes. Voilà, pour ne pas vous perdre. Voilà, je vais écrire que sur la deuxième forme. Qu'est-ce que vous formez? Même chose, il faut être assez rigoureux quand vous écrivez ça. En bas ici, vous avez votre oxygène qui vient d'attaquer. Alors, je ne vais pas mettre un R3, je vais mettre un propane, tiens. 1, 2, 3. Vous avez votre alcool qui vient d'attaquer, d'accord? Cet alcool est lié à un H, et il vient d'attaquer un autre carbone, donc vous êtes en plus ici. Et ce carbone ici, que je mets un peu plus gros, c'est ce carbone ici. Donc il est relié à quoi celui-ci? À un alcool déjà, et deux autres carbones. Donc là, vous avez votre molécule. Rappelez-vous, dans votre milieu, vous avez du HSO4-. Donc ce HSO4-, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Récupérer un hydrogène qu'il avait prêté, rabattre ça ici, et vous allez vous retrouver à nouveau avec un émis acétal. Donc si vous regardez ici, hein, vous allez avoir, tac tac, votre oxygène ici, et votre O, 1, 2, 3. Si vous regardez votre squelette, vous avez bien R, donc une chaîne alkyle, O, C, O, H. Vous vous retrouvez encore avec un émis acétal. D'accord? Par contre, en condition acide, ce qui va pouvoir se passer, c'est que cet hémiacétal, avec le H2SO4, d'accord, donc je reprends H2SO4, en condition acide, votre alcool ici, hein, je refais les doublés si vous avez besoin, votre alcool ici va pouvoir prendre un hydrogène acide et le déposer ici. Donc ce qui fait que vous allez reformer votre molécule. Voilà, si je veux bien écrire. Tac, tac. Donc vous avez du OH2 plus qui va se former. D'accord? Donc clac, O, 1, 2, 3. D'accord? Et on a vu que ce OH2 plus était un très bon groupe partant. D'accord? Donc je vais me faire un petit peu de place ici. Voilà. Je vais réécrire ma molécule. O moins clac O
tac, tac, tac. Ce OH2+, alors c'est pas un O- du coup, c'est un OH2+. Voilà, ce OH2+, c'est un très très bon groupe partant. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans les chapitres précédents. Donc ça veut dire, donc vous avez votre contre-ion HSO4-, hein. Ici ça, plus HSO4-, voilà. Voilà. Ça veut dire que cet ion-là, si vous lui remettez un équivalent d'alcool, vous allez avoir, si par exemple je reprends le même alcool, hein, avec 1, 2, 3 ici, le doublé ici qui va pouvoir venir éjecter votre molécule d'eau. Vous venez attaquer sur ce carbone-là et éjecter votre molécule d'eau. Vous vous retrouvez au final avec la même molécule, c'est-à-dire OH plus 1, 2, 3, ici O, 1, 2, 3. Votre HSO4-, SO4-, comme d'habitude, il va pouvoir récupérer l'hydrogène qu'il a prêté en début de réaction, rabattre ça ici, et vous tombez sur votre produit final. Voilà. Qui est par contre un acétal. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez une chaîne R, O, C, O, R. D'accord? Vous voyez? Là, on est en chaîne R, une chaîne quelconque. Voilà. R, O, C, ici le carbone, O et R. Alors qu'un hémiacétal, vous aviez du R, O, C, O, H. Ça, c'était l'hémiacétal. Voilà. Donc voilà la réaction d'acétalisation. Alors ce que je vous ai pas fait là en direct, mais il faudra y penser par la suite, hein, c'est que toutes ces réactions sont des équilibres. D'accord? En fait, si vous voyez à la fin, hein, vous libérez ici de l'eau, que j'avais pas écrit tout à l'heure, si on regarde ici sur le PowerPoint, et en libérant de l'eau, en fait, toutes ces réactions peuvent se refaire à l'envers. Donc en fait, la totalité de la réaction d'acétalisation peut être réversible. En réalité, quand on veut réellement que la réaction fonctionne et aller vers l'acétal, vous voyez le bilan global, hein, vous avez une cétone au départ qui est ici, vous avez des alcools, un acétal final et de l'eau. L'acétal final et l'eau ici qu'on a éjecté. Si vous voulez forcer cette réaction, en fait, il va falloir agir sur l'eau que vous formez. En fait, l'eau qui va se former va pouvoir réagir avec l'acétal pour redonner l'acétone. Si vous éliminez ici l'eau en cours de réaction, vous allez pouvoir favoriser la formation de votre acétal. Voilà. Pour déplacer la réaction vers la formation de l'acétal, on utilise ce qu'on appelle un appareil de Dean-Stark. Donc c'est-à-dire que vous faites votre réaction ici dans le ballon, d'accord? Vous avez de l'eau, vous allez chauffer. Donc ça veut dire que vous allez avoir un mélange de solvant et d'eau qui va ici s'évaporer, c'est ce qu'on appelle un azéotrope, si vous avez déjà entendu parler. L'azéotrope va contenir un petit peu de votre solvant et un petit peu d'eau, mais à chaud. Hein. Quand il va être condensé ici à froid, ça va retomber dans cette espèce de tubulure. Et à froid, en fait, votre azéotrope va se différencier. C'est-à-dire que vous aurez une phase d'eau, une phase de solvant. En phase gaz, en fait, vous allez avoir les deux mélangés, mais en phase liquide, votre solvant et votre eau vont se mélanger. Ça va monter normalement, petit à petit, votre solvant va monter, et au bout d'un moment, ça va se reverser. L'important, vous voyez, hop, et ça va pouvoir se vider. L'important de voir ici, c'est qu'en fait, votre eau va rester dans le bas ici et va plus retourner dans votre ballon. Donc ça veut dire que vous éliminez l'eau. Vous allez même pouvoir en fait mesurer ou prédire quel volume d'eau vous deviez former pour la réaction pour savoir quand elle va être terminée. Donc voilà, l'appareil de Dean-Stark, c'est utilisé pour vraiment favoriser la formation d'un composé par rapport à l'autre. La synthèse d'acétal cyclique, je regarde juste la suite. Ok. 3, 4, on va refaire un petit peu ça. Hein. La synthèse d'acétal cyclique, c'est le même mécanisme que précédemment. Hein. C'est-à-dire que vous reprenez ce mécanisme, mais en fait, vous voyez ici, on a fait réagir un premier alcool, ici, et après un deuxième alcool. En fait, l'acétal cyclique, ce qui va se passer, c'est qu'à la première étape, vous allez faire réagir un alcool ici, et à la deuxième étape, vous allez faire réagir un alcool ici. En fait, l'acétal cyclique, c'est un diol. D'accord? Donc je peux vous montrer ce mécanisme-là si besoin. Hein. Si on reprend l'autre mécanisme à côté, pour vraiment vous montrer le parallèle, hein, c'est que vous avez ici, alors il faut que j'aille sur la bonne page moi, vous avez ici par exemple une cétone, voilà, une cétone quelconque, d'accord. En milieu acide, vous allez pouvoir
Donc je l'écris assez rapidement. En milieu acide, vous allez pouvoir activer votre cétone. D'accord? On a vu ça tout à l'heure avec un plus ici. Bon, il y a la deuxième forme ici que vous pouvez écrire si vous le souhaitez. Hein. Et en fait, la grande différence ici, c'est que vous avez un diol. C'est-à-dire que précédemment, regardez ici, on a un alcool simple, OH. Ici, vous avez un diol. Donc ça veut dire que votre diol peut venir attaquer votre OH, relevez ça, et vous formez un premier alcool ici, un OH+, tac, 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 ici, d'accord. Donc si vous avez utilisé du HSO4-, du H2SO4, vous avez du HSO4- qui est ici, qui vient récupérer son H, qui remet ça là. Vous formez un acétal, d'accord, O, tac, 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 OH. Et vous allez pouvoir refaire la même étape, c'est-à-dire qu'avec un H+, votre OH ici va pouvoir récupérer un H+. D'accord? En récupérant ce H+, etc., vous allez pouvoir favoriser la formation d'une molécule de ce type, donc avec un OH2 ici, et donc votre deuxième fonction alcool qu'on n'a pas encore utilisée va pouvoir venir ici attaquer au pied de votre OH2 et libérer de l'eau. Et en faisant ça, vous voyez, vous allez former, il ne faut pas que je me trompe, souvent on les écrit comme ça, O. Alors le H il va s'en aller après avec H2SO4, hein, et ce O va dans le même carbone, et il y a du coup un seul carbone ici. Et vous voyez, vous formez un motif comme ça qui est un peu étrange, et on va voir à quoi il va servir. Donc voilà les grandes lignes de ce mécanisme, on va peut-être le refaire en TD si on a le temps, parce que c'est un chapitre qui est quand même assez conséquent. Voilà, sinon vous pouvez refaire le même mécanisme qu'ici. Qu'est-ce qui se passe? Une cétone comme ça, c'est très réactif, d'accord? Donc en fait, si vous avez des nucléophiles dans votre milieu, les nucléophiles, ils vont chercher à attaquer ici. D'accord? OH-, Br-, des choses comme ça. Si vous avez des nucléophiles mais que vous et d'autres fonctions sur votre molécule, il y a une partie qui va réagir sur les autres fonctions et une partie qui va réagir sur votre cétone. En fait, cette réaction de synthèse d'acétalcyclique, vous voyez ici que vous n'avez plus le C double liaison O. En fait, la liaison CO est beaucoup moins réactive. Ici, vous n'avez plus de charge delta+. En fait, ça permet de protéger le groupement fonctionnel cétone. C'est-à-dire que ce site-là, C double liaison O, qui est très réactif, hein, qui va pouvoir se faire attaquer par des nucléophiles, va être complètement désactivé sous la forme d'un acétalcyclique. D'accord ? Si vous regardez donc l'exemple avec LiALH4, si on fait LiALH4 pur, on l'a vu tout à l'heure, vous allez réduire l'acétone en alcool et votre acide carboxylique en alcool également. Si vous faites une étape de protection, donc l'étape de protection, on l'a vu, hein, c'est un diol et un acide, voilà, vous allez sélectivement déjà protéger votre cétone. Alors, une chose que je n'ai pas dit, hein, la réaction des acétalisations ne marche pas avec les acides carboxyliques. Donc voilà pourquoi il n'est pas protégé. Et si au sein de la même molécule, vous avez un aldéhyde et une cétone, vous allez préférentiellement protéger l'aldéhyde si vous êtes un équivalent. En protégeant cette cétone sous la forme d'un acétal, en utilisant la réaction d'LiALH4, vous voyez, vous allez réduire votre acide carboxylique. Par contre, vous n'avez plus de dérivé carbonylé ici, vous avez un acétal. Donc en fait, LiALH4 ne va pas être réduit. Enfin, ne va pas réduire cette fonction-là. Ensuite, vous déprotégez, parce qu'on a vu hein, que si vous rajoutiez de l'eau, la réaction va dans l'autre sens. D'accord ? Donc vous allez pouvoir déprotéger votre molécule ici et avoir finalement votre cétone directement obtensible à partir de cette fonction-là. Cette réaction-là est très 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 importante, on la reverra en TD. Réaction de protection-déprotection, ce sont des choses à connaître sans aucune modération. Je termine, je vais terminer sur la synthèse des thioacétals cycliques. Regardez, si vous regardez les acétals cycliques, vous avez un diol. D'accord. Ici, vous avez un dithiol. Donc, c'est-à-dire qu'on a remplacé les oxygènes ici, qui étaient un OH, en SH. Vous avez le même type de mécanisme. Donc, c'est-à-dire que vous allez greffer au-dessus, faire un thioacétal. Tout à l'heure, on avait un acétal ici. Là, on a ce qu'on appelle un thioacétal. On rajoute thio hein, quand vous avez des soufres en plus. Ce thioacétal cyclique, il va avoir exactement la même utilité. Alors c'est un peu plus cher, donc on va préférer faire ça avec des alcools. La grande différence, en fait, c'est que ce thioacétal cyclique ici, dans les conditions avec du nickel de Raney, on appelle ça, donc c'est un métal un petit peu modifié, vous allez être capable de couper les liaisons carbone-soufre. Et donc vous voyez ici, on fait l'inverse de tout à l'heure, avec une protection,
on va dire plutôt, avec une thioacétalisation ici de votre cétone, vous allez pouvoir couper sélectivement ici votre cétone et pas votre acide carboxylique. Tout à l'heure, on avait fait l'inverse. Hein. On avait protégé ici pour réduire puis déprotéger. On avait gardé notre cétone et réduit l'acide carboxylique en alcool. Là, on fait l'inverse. On thioacétale ce carbonyle-là. On fait une réduction et vous voyez, on n'a plus de cétone ici, mais on a gardé notre acide carboxylique. Donc voilà pour ce cours, même chose, à peu près 1h10 de vidéo, ça vous permet de revoir tout ça, si vous avez besoin de ralentir un petit peu, etc. De m'envoyer vos questions propres, donc n'hésitez pas par mail. On est donc jeudi pour vous, donc jeudi, envoyez-moi ça, on va dire, allez, jusqu'à ce week-end au grand max, comme ça je peux faire ça ce week-end et vous répondre assez vite, maximum pour lundi matin. Voilà, bon courage à vous, on se voit en TD la semaine prochaine. A bientôt, bonne fin de semaine et bon week-end.